Après une saison de moto, c'est l'événement que tous les motards attendent au mois de novembre, c'est le Salon de la moto à Milan. C'est également là-bas que les marques en profitent pour présenter leurs nouveautés de l'année suivante. Malheureusement, cette année, j'ai pas pu y aller, donc ce que je te propose à travers cette vidéo, c'est de te présenter les modèles phares des marques européennes. À travers cette vidéo, je vais essayer de parler de 3 ou 4 modèles maximum par marque, et puis je te donnerai aussi des informations spécifiques qui me semblent importantes par rapport à ces nouveautés, mais vraiment, le but, c'est pas de faire un essai des motos. Donc le but, c'est de faire une vidéo assez courte où je parle d'un maximum de modèles, et ce que je te propose, c'est de commencer par la marque Ducati. Si tu fais partie de ma communauté, certainement que quand je te parle de Ducati, tu vas penser aux modèles sportifs, donc les Panigale. Alors effectivement, il y a eu énormément de changements au niveau de ces modèles, mais il y a aussi eu pas mal de changements sur le modèle Multistrada. La Multistrada, c'est un modèle touring phare de Ducati que j'adore parce que franchement, elle a une gueule incroyable. Et puis cette Multistrada, elle a été mise à jour. Alors déjà, esthétiquement, je la trouve vraiment dinguissime, mais les mises à jour, elles sont surtout au niveau de la partie cycle, plutôt des suspensions et de l'électronique. Si je commence par parler des suspensions, alors c'est un mix entre l'électronique et les suspensions, parce qu'on a un nouveau système d'abaissement automatique entre 15 et 30 mm, et ça c'est en fonction du poids, donc c'est hyper pratique pour nos amis les courses sur pattes, parce que effectivement on a la possibilité d'abaisser la suspension arrière, et donc du coup d'avoir la moto un peu plus basse pour monter dessus. Ce système il se désactive à 50 km/h, donc à 50 km/h la moto elle redevient à sa hauteur normale, mais du coup c'est super pratique, parce que on peut abaisser les suspensions quand on arrive à un feu rouge ou quand on veut monter sur la moto. Et donc du coup, pour les personnes qui sont un peu plus petites, c'est super pratique. Ensuite de ça, si on parle de l'électronique, il y a eu énormément de changements au niveau des assistances et la gestion de ces assistances. Mais ils ont ajouté un truc qui est vraiment génial, c'est qu'en fonction de comment la poignée de gaz elle est activée, de la chaleur du moteur et d'autres facteurs, on a la possibilité de désactiver 2 cylindres du V4. Et ça, je trouve génial. Pourquoi? Parce que typiquement, si on est sur l'autoroute à une vitesse régulée et tout ça, on a la possibilité de désactiver ces 2 cylindres et donc du coup ça réduit la consommation. Selon Ducati, ça réduit à peu près de 6%, donc voilà, c'est pas plus mal, surtout si on fait beaucoup d'autoroutes. Et sur ce type de véhicule, je trouve que ça a tout son sens. C'est clair que s'ils mettaient ça sur une Panigale, pas trop de sens. Mais sur une Multistrada qui est donc une moto de touring, je trouve que ça a tout son sens. On passe maintenant sur la gamme V2 qui a fait énormément polémique parce que Ducati, ils ont aligné leur stratégie de cette gamme au marché actuel et de ce qui se fait sur le marché actuellement. Et c'est clair que c'est des motos qui sont moins performantes, plus légères, entre guillemets. Et puis, c'est clair que la V2, elle en a pas mal souffert. Alors, au niveau des carénages, moi, personnellement, que ce soit la Street Fighter ou la Panigale, je les trouve magnifiques. Franchement, rien à redire par rapport à ça. Il y a eu pas mal d'évolutions et franchement, je les trouve superbes. Après, voilà, le centre du problème, pour certains, moi, ça me dérange pas plus que ça, parce que c'est le marché actuel, c'est ce nouveau moteur, donc c'est le V2 le plus léger du monde, il fait 54 kg, et là, gros bémol, il fait 120 chevaux. Moi, personnellement, je suis assez convaincu du nouveau marché, ça me dérange pas plus que ça. Si je veux prendre une grosse moto qui est puissante, je prends une 1000. Et puis, ces modèles mid-size, ils sont devenus moins puissants. Donc là, maintenant, on a 120 chevaux par rapport à 155 chevaux sur la Panigale V2 de l'époque. C'est quand même 35 chevaux de moins, hein. Donc ça fait pas mal. Mais de nouveau, comme je disais dans la vidéo de la R9, qui peut, sur route, prétendre à exploiter pleinement ces 120 chevaux? J'ai pas l'impression que sur route, on utilise vraiment ces motos à leur pleine capacité. Et puis, sur circuit, c'est clair que on arrivera plus vite à leurs limites. Mais est-ce qu'on arrivera vraiment à leurs limites? Ou est-ce que, on se fera peut-être plus plaisir au niveau du pilotage qu'avec une version à 155 chevaux? Après avoir en essai comment ça se comporte, je me réjouis vraiment de les essayer. Mais sur le papier, voilà, maintenant, pour le moment, je vais pas critiquer, je me réjouis d'essayer, et effectivement, si c'est pas terrible, je vous le dirai lors de l'essai. Sinon, au niveau des équipements, pas grande différence. On a une fourche Marzocchi à l'avant, un amortisseur Kayaba, des freins Brembo en M50, et puis, il y aura une version S pour les 2 modèles, où il y aura des suspensions Öhlins dessus. Mais voilà, sinon, ils n'ont pas réinventé la roue. Vraiment, le gros changement sur cette gamme V2, c'est le moteur. On arrive maintenant sur le fleuron de la marque en termes de sportivité, la Panigale V4, c'est la 7e génération. Et là, effectivement, il y a eu pas mal de changements. Dans ces changements, il y a une chose qui a choqué les puristes, et ça a fait encore une fois pas mal de bruit, c'est l'abandon du monobras. Alors, le nouveau bras, je le trouve vraiment superbe, c'est une super belle pièce. Effectivement, on était habitué au Panigale en monobras depuis des années, même sur les 848 et les 1098,
Il y avait déjà des monobras, donc c'est clair que là, c'est un gros changement au niveau des sportives. Ensuite de ça, on a un tout nouveau carénage qui plaît ou pas. Franchement, moi, je me réjouis de le voir en vrai parce que je ne l'ai pas encore vu en vrai, donc je ne veux pas trop critiquer. Pour le moment, je la trouve assez jolie. Suivant l'angle de vue qu'on a, c'est vrai qu'il y a 2-3 angles de vue où elle est un peu moins belle que l'ancienne. Mais voilà, ça fait partie de l'évolution. C'est clair que le modèle précédent était incroyable. Franchement, c'était un bijou au niveau esthétique. Là, la nouvelle, elle fait un petit peu plus plastique, un petit peu comme Aprilia, ils ont fait avec les RSV4. Mais à voir en vrai, voilà. Mais c'est clair que pour le moment, je donne encore mon vote pour les modèles précédents parce qu'ils étaient juste subtils. Sublime. Sublime. On a aussi pas mal de changements au niveau de la partie cycle et de l'électronique, typiquement les nouveaux étriers Brembo High Pure. J'ai jamais essayé, il paraît que c'est une dinguerie, donc à voir, je me réjouis aussi de les essayer. On a aussi un nouveau système d'assistance du freinage arrière qui est développé par Bosch, il s'appelle le ICBS. De nouveau, je me réjouis d'essayer ça, je pense qu'il n'y a que sur piste qu'on peut le tester, mais encore une fois, Ducati nous montre qu'ils mettent des technologies de dingue dans leur moto. Et en parlant de technologie de dingue, on voit maintenant l'apparition de l'intelligence artificielle dans cette Panigale V4. C'est une intelligence artificielle qui permet d'aider la gestion de l'électronique. Donc voilà, encore à voir comment ça fonctionne. Il semblerait que du coup, cette intelligence artificielle, elle apprend comment le pilote y pilote. Et en fait, elle envoie des informations aux assistances encore plus rapidement. Donc à voir. Voilà, on vient de faire grossièrement le tour des nouveautés de la marque italienne. Et ce que je te propose maintenant, c'est qu'on se déplace en Autriche, chez KTM. Comme pour Ducati, on va commencer avec un modèle Touring, la nouvelle 1390 Super Adventure S Evo. Alors, même si son nom à rallonge, il fait un petit peu rire, ses performances, elles ont l'air redoutables. On retrouve donc au cœur de cette moto un twin de 1350 cm3 pour 173 chevaux et 145 Nm. Ça a l'air d'être un monstre. Et couplé à ce moteur de série, on a une boîte robotisée avec un système de transmission AMT sur lequel on peut choisir un mode manuel ou automatique. Comme toutes les nouveautés cette année, on a énormément de changements au niveau du design, de l'ergonomie, de l'électronique. Mais moi, celle que j'ai vraiment le préféré sur cette 1390, c'est ce nouvel écran TFT tactile 8,8 pouces. Il est vraiment juste trop beau et trop stylé. On va maintenant parler du Roadster Midsize, la 990 Duke R, que personnellement, je commence vraiment à apprécier. J'avais vraiment de la peine avec cette nouvelle optique quand ils l'ont sortie à l'époque. C'est vrai que cette optique, ils l'ont mis maintenant sur quasiment tous leurs modèles, mais plus je la regarde, plus je commence vraiment à l'apprécier, et surtout, je trouve que la face arrière, sans la plaque, elle est juste trop belle, elle est vraiment hyper sportive. Et donc, on a eu quelques changements sur ce Roadster, pas énormément, mais moi, je trouve qu'ils sont intéressants. Alors bon, contrairement à certaines autres marques qui baissent la puissance de leur moteur, là, KTM, ils lui ont donné 5 chevaux de plus, on passe donc à 128 chevaux. Donc voilà, sur le papier, intéressant. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a eu pas mal de changements au niveau de la partie cycle, typiquement une nouvelle fourche et des nouvelles suspensions White Power Apex. Et couplé à cette fourche, on a des nouveaux freins, donc on a des disques de frein en 320 mm, des Brembo Stylema, donc ça, voilà, ils n'ont pas réinventé la roue parce qu'ils sont vraiment excellents. Et maintenant, petite nouveauté, on a un mètre-cylindre Brembo MCS qui est juste le meilleur de la gamme. Et là, on arrive certainement sur l'un de mes coups de cœur de l'ECMA 2025, la nouvelle KTM 990 RCR. Et là, j'ai juste envie de rigoler parce que, encore une fois, quand je te disais dans l'essai de la R9 que le nouveau segment des super sportives mid-size, c'était des motos de 800-900 cm3 avec environ 120-130 chevaux, et ben encore une fois, on a une marque qui vient avec un modèle sportif mid-size dans ce segment-là. Et je pense que maintenant, en 2025, on a vraiment vécu un tournant sur ce marché des mid-size sportives. C'est fini les R6, les CBR 600 avec énormément de chevaux, des 4 cylindres qui prennent énormément de tours et que voilà, sur la route, c'est pas forcément roulable et qui ont clairement fait leurs preuves sur circuit, ça c'est incontestable. Mais maintenant, le nouveau marché des sportives mid-size, c'est vraiment des motos dans ce segment-là. Et là, KTM, ils ont vraiment frappé fort parce que ils ont amené une moto qui est vraiment faite pour la route et pour la piste. Elle est vraiment prête pour la piste et je pense, à mon avis, que ça va être un monstre. Alors, malheureusement, j'ai pas énormément d'informations dessus parce qu'ils sont assez discrets encore sur les informations. Mais déjà, juste esthétiquement,
J'en perds les mots. Franchement, c'est une tuerie. J'avais un petit peu peur quand KTM nous a annoncé qu'ils allaient faire une sportive pour la route, de la face avant qu'ils allaient nous préparer. Parce que c'est clair, ils nous ont habitués un petit peu à faire des faces avant un peu farfelues, que pas tout le monde aime au premier abord, ou en tout cas met du temps à apprécier. Mais là, je suis désolé. Je pense que tu es comme moi et tu as la même avis que moi. Cette face avant maintenant de la 990 RCR, c'est une dinguerie. On dirait une MotoGP. Ils ont réussi à intégrer le phare dans la face avant. Et en fait, on dirait une moto de piste qui est homologuée pour la route. Et c'est vraiment une dinguerie. Alors bon, voilà, les seules informations que j'ai par rapport à cette 990 RCR, c'est qu'elle va faire 128 chevaux. Donc ça va être vraiment bien. Et puis, elle sera équipée de suspension Apex de chez White Power, comme la 990 Duke, et aussi du système de freinage Brembo High Pure. Donc, franchement, je me réjouis vraiment de pouvoir l'essayer, cette moto. C'est peut-être une moto qui risquerait de me faire craquer, de pouvoir l'utiliser voilà, sur la route et sur la piste. Donc, wait and see, comme on dit, et on verra par la suite ce que KTM nous dévoile. Après notre voyage en Autriche, on va retourner du côté de l'Italie pour aller voir une marque que j'apprécie particulièrement, et tu le sais, Aprilia. On va commencer par la gamme 457, où souviens-toi l'année passée, Aprilia était venu avec un nouveau modèle, la RS 457, donc c'était la petite sportive. Et du coup, c'était logique que cette année, Aprilia, ils allaient venir avec une nouveauté au niveau des 457, et cette nouveauté, logiquement, c'est la Tuono. Et voilà, donc du coup est née la nouvelle Tuono. Elle a une esthétique un petit peu spéciale. J'avoue qu'Aprilia, ils ont tenté un petit truc parce que c'est pas tellement dans ce qu'on a l'habitude de voir chez Aprilia. Ils n'ont pas recopié la Tuono V4 ou la Tuono 660, donc c'est un petit peu bizarre. Mais je trouve que l'esthétique qu'ils lui ont donné, il est assez sympa. C'est un esthétique un petit peu osé comme les Japonais pourraient faire, mais franchement, ça lui va super bien. Il y a un truc qui est assez cool, alors je ne l'ai pas vu en vrai, mais on me l'a dit, c'est qu'elle est assez petite. Donc pour les personnes de petite taille, c'est vraiment chouette parce que ça sera une moto de plus à leur choix, qui malheureusement dans le monde de la moto est assez restreint quand même. Donc cette Tuono 457, elle reprend le châssis de la RS 457 et le moteur de 47,5 chevaux. Donc au final, c'est simplement une RS 457 décarénée. Mais voilà, encore une fois, je trouve ça très bien parce que Aprilia, ils ont une corde de plus à leur arc. Et ces modèles Tuono, que ce soit dans les 660 ou les V4, c'est des modèles qui marchent de toute façon bien. Donc pourquoi pas le faire en 457. Si on passe maintenant sur le modèle trail de la marque, donc la Touareg, on a eu quelques changements sur le modèle normal, mais pas immense. Mais par contre, maintenant, on voit l'apparition d'un modèle incroyable qui est la version Rallye. Alors, c'est vrai que moi, la Touareg, j'ai toujours bien apprécié. J'avais d'ailleurs fait un voyage au Portugal que j'ai filmé, qui est sur ma chaîne YouTube. C'est une moto qui est vraiment chouette pour faire du trail. Mais c'est vrai qu'elle était quand même pas mal concurrencée par la Ténéré, qui était peut-être même plus orientée cross, donc presque une moto de cross. Et c'est vrai que la Touareg, elle était vraiment quand même plutôt orientée trail. Et je dirais, voilà, chemin de terre, mais pas trop hard. Quoique, je l'ai quand même assez maltraité au Portugal. Mais maintenant, ils viennent donc avec une version rallye qui a une selle 20 cm plus haut. Donc de nouveau, comme sur une moto de cross, on est plus haut. On a un guidon différent du modèle standard, donc qui est plus orienté cross aussi. On a des nouvelles jantes en tubeless, on a un nouveau garde-boue avant type motocross, je trouve que ça lui va super bien. On a des nouveaux protège-mains, un nouveau sabot moteur, un nouveau protège-chaîne. Et puis, on a un magnifique échappement SC Project. Pareil, je trouve que ça finit la moto. Franchement, je trouve que cette Touareg Rallye, elle est trop belle. On arrive maintenant sur les modèles sportifs et roadster sportifs de la marque. On va commencer par la gamme 660 où il y a eu quelques changements. On va commencer par la RS 660 parce que c'est elle qui a eu le plus de changements, notamment au niveau de l'esthétique. Et franchement, je trouve qu'Aprilia, ils ont vraiment raison de faire ce qu'ils font. C'est-à-dire que la RS 660, maintenant, elle a de plus en plus une gueule d'RS V4. Franchement, tu les mets les deux l'une à côté de l'autre en photo. Au premier coup d'œil, tu as l'impression que c'est une RS V4. Cette nouvelle face avant avec le winglet, elle est magnifique. Et puis, le capot de selle aussi, c'est une vraie réussite. Franchement, je dirais 10 sur 10 pour l'esthétique de cette nouvelle RS 660. Et puis, en plus de l'esthétique, il y a eu quelques changements au niveau de l'électronique, notamment des optimisations au niveau de l'électronique, donc tout ce qui est assistance, IMU et tout ça. Et on a maintenant un launch control. Ça, c'est vraiment cool parce que pour ceux qui font de la compétition avec la RS 660, ils ont maintenant la possibilité de l'activer, chose qu'il n'y avait pas sur l'ancien modèle. En plus de tous ces changements électroniques, on a aussi une augmentation de la puissance, donc on passe de 100 chevaux à 105 chevaux. Mais je vous rassure, les A2, elle existe toujours en version 95 chevaux bridable à 47,5 chevaux. Et encore une fois, on peut commencer à se poser la question, est-ce que c'est vraiment intelligent d'avoir augmenté de 5 chevaux cette puissance ?
Parce que quand on connaît la part de versions 95 chevaux ou 100 chevaux vendus ces dernières années, bah, les 95 chevaux sont clairement plus vendus et sont clairement plus revendables sur le marché de l'occasion que les versions 100 chevaux. Les versions 100 chevaux sont quand même plus difficiles à vendre parce que bah, on peut les vendre uniquement à des personnes qui ont le permis illimité. Et on va pas se le cacher que le public cible de ces RS 660, ça reste quand même les jeunes motards. Donc, à voir si cette version 105 chevaux va bien marcher ou si ça sera toujours la version 95 chevaux qui sera un carton. On verra, le temps nous le dira. On voit aussi l'apparition d'une RS 660 Factory, tellement stylée, avec des suspensions, donc fourche et amortisseurs Öhlins. Voilà, all-in. Ils ont tout compris à Aprilia. Franchement, je me réjouis de pouvoir l'essayer parce que ça va être une tuerie, j'en suis certain. Au niveau de la tonneau, et contrairement à sa petite sœur sportive, il n'y a pas eu énormément de changements. Le seul gros changement qu'on a, c'est qu'on voit aussi l'apparition d'un modèle Factory, donc aussi avec des suspensions Öhlins, fourche et amortisseurs. Et c'est l'heure de parler des V4. Ce moteur tellement incroyable qui nous a tous fait vibrer une fois. Et ben, ces modèles V4, ils ont aussi eu le droit à leur lot de changements. Commençons par les RS V4. Donc, comme la RS 660, nouveau facelift, nouveau winglet, nouveau capot de selle arrière. Alors, au niveau du facelift, à l'avant, les nouveaux winglets, je les trouve terribles. Elle est vraiment hyper belle. La moto est devenue un peu plus fine que le modèle précédent. Je trouve que ça lui va super bien. Par contre, un petit bémol au niveau du capot de selle arrière. Je sais pas ce qu'Aprilia il cherche à faire avec ses capots de selle, mais c'est de pire en pire. Franchement, moi j'avais la RSV4 2019. Les capots de selle étaient incroyables. Ils étaient super faciles à enlever en plus et tout ça. La 2021 que j'ai eue, c'était déjà un peu plus plastique, ils étaient plus gros, c'était de moins bonne qualité, c'était moins beau. Mais là, 2025, ils nous ont sorti des ailerons de requin. Je sais pas à quoi ils jouent. À voir en vrai, je l'ai encore pas vu en vrai. Mais pour le moment, sur le papier, je suis pas hyper fan. Il y a aussi eu un gros changement au niveau des feux arrière qui est vraiment cool. Ils ont fait un petit peu à la style BMW où au final, en fait, dans le carénage, on n'a pas de phare. Tout est inclus dans le support de plaque avec les clignotants. Et ça, c'est hyper pratique pour ceux qui font de la piste parce que pour démonter les feux, c'est hyper simple. Il suffit juste d'enlever le support de plaque. Au niveau de l'électronique, il y a eu pas mal de changements, notamment l'ajout du slide control. Donc ça, c'est assez cool. Et puis, pour pouvoir gérer la puissance du moteur qui est passé à 220 chevaux. Donc maintenant, on a la moto sportive la plus puissante du marché pour une moto stock. Et pour pouvoir gérer ces 220 chevaux, ils ont dû adapter et revoir tout l'électronique. Et petite subtilité pour le modèle Factory, on a aussi maintenant d'origine un chrono GPS. Et si on passe maintenant sur la tonneau qui a aussi eu le droit à un facelift magnifique, qui a aussi le même capot de selle arrière qui est à discuter. Et par conséquent, cette tonneau V4, elle a eu le droit aux mêmes améliorations que la RS V4. Alors, elle n'a pas 220 chevaux, mais elle en a 180. Mais par contre, au niveau de l'électronique, c'est exactement la même chose. Donc, on a l'amélioration de l'électronique, l'ajout du slide control, le GPS pour la version Factory. Et puis, comme la RSV4, on a aussi le phare arrière qui est maintenant intégré dans le support de plaque. Après l'Italie, je te propose de reprendre l'avion pour se diriger du côté de l'Angleterre, où on va aller voir ce qui se trame du côté de Triumph. On va commencer par la gamme des Speed Twin avec la Speed Twin 900 qui elle aussi a eu le droit à son lot d'améliorations. Typiquement un nouveau phare qui la rend super belle. On a un nouvel écran TFT qui est hyper cool parce que maintenant c'est assez ludique à utiliser. Puis c'est cet écran de la Trident qui est simple mais efficace. On a un nouveau bras oscillant. Et puis maintenant on a l'ajout de l'ABS et des assistances qui sont sensibles à l'angle. Donc on a des ABS cornering comme on appelle, donc qui réagit en fonction de l'angle de la moto. Si on passe maintenant au niveau de la Speed Twin 1200, on a aussi eu quelques améliorations mais pas énormes, notamment ce nouveau phare comme sur la 900 que je trouve super beau. On a aussi ce nouveau compteur TFT que je trouve pour une 1200 un petit peu léger parce qu'il faut pas oublier quand même que c'est le compteur de la Trident à la base. Mais bon, voilà, on peut conserver cet esprit néo-rétro avec le compteur rond. Pourquoi pas? Perso, j'aurais préféré avoir le compteur de la Speed Triple 1200. Mais bon, voilà, c'est clair que le fait de pouvoir garder ce compteur rond, ça garde le charme des néo-rétro. Ensuite de ça, on a un ajout de 5 chevaux au moteur, donc on passe à 105 chevaux. Et puis, comme sur la 900, on a aussi cette électronique qui est sensible à l'angle. Mais le gros renouveau dans cette gamme des Speed Twin, c'est maintenant un nouveau modèle RS. Et il est sublime. Franchement, je me réjouis trop de pouvoir l'essayer. Ça va être la remplaçante de la Thruxton RS qui a été arrêtée l'année passée.
Et maintenant, bah, sur cette Speedtune 1200 RS, on a donc des étriers Stylema, donc du freinage d'enfer, et on a une fourche Marzocchi et des suspensions arrière Öhlins. On passe maintenant sur la Street Triple 765R, où tu vas me dire, mais Dylan, il n'y a pas de changement sur ce modèle. Eh ben si, il y en a un tout petit, mais qui va faire un immense bruit chez les nouveaux permis, c'est le fait qu'elle sera bridable. Alors oui, tu vas me dire, mais elle fait 120 chevaux. Eh ben non, ils ont décidé de sortir un modèle à 95 chevaux qui sera bridable pour les A2. Donc ça, hyper bonne nouvelle, parce qu'on a une A2 de plus dans la gamme des A2. Alors à se poser la question maintenant, si cette Street Triple 765R, elle va pas vivre la même chose que la RS 660 de chez Aprilia, c'est-à-dire que les modèles full sont invendables et que les modèles 95 chevaux se vendent comme des petits pains parce que bah, les permis A2 peuvent aussi les acheter. Donc du coup, bah, ça fait une plus grande gamme de clients. À voir comment se comporte le marché de l'occasion. Je sais que ça s'est passé comme ça chez Aprilia. On verra bien comment ça se passe chez Triumph. Peut-être que ça poussera aussi des gens à acheter les modèles RS ou les modèles Moto 2. Mais à voir avec ce modèle bridable maintenant qui s'ajoute à la gamme, comment les modèles R non bridables vont se vendre sur le marché de l'occasion. Et on arrive sur le dernier modèle présenté pour Triumph, c'est un tout nouveau modèle, la Tiger Sport 800, qui va gentiment remplacer la Tiger Sport 850, qui à mon avis, cette Tiger Sport 850 était un petit peu mal placée dans le marché. C'est vrai que cette Tiger Sport 850, c'était un petit peu bizarre, on savait pas trop de quel sens la prendre, et elle était ni bonne dans un domaine, ni bonne dans l'autre, parce que elle avait des appendices qui faisaient que c'était un petit peu compliqué. Avec sa roue avant de 19 pouces, sur la route, elle était moyenne. Et puis, avec son débattement de 170 mm, sur le terrain, elle était aussi moyenne. Donc, du coup, ce qui se passait, c'est que les clients qui s'intéressaient un petit peu à des trails comme ça, ils s'orientaient plutôt vers la Tiger 900. Donc, c'est normal maintenant que Triumph change un peu leur fusil d'épaule et propose cette Tiger Sport 800 qui est clairement orientée pour du touring sur la route. Donc, par les malheurs de cette Tiger Sport 850, est née cette nouvelle Tiger Sport 800 que je trouve esthétiquement vraiment belle, c'est une réussite pour moi. Et puis, elle a quand même pas mal de caractéristiques qui sont vraiment intéressantes. Typiquement, on a un nouveau moteur 3 cylindres de 115 chevaux. Elle pèse que 214 kg avec le plein. Et petite blague, enfin, je sais pas si ça va être drôle ou pas, elle fait que 8 kg de plus que le modèle 660. Alors, est-ce que le modèle 660 va en prendre un coup? On verra. Mais ce qui fait que du coup, cette modèle 800 est quand même assez léger. Et couplé à tout ça, on retrouve cette fameuse roue de 17 pouces qui est donc vraiment fait pour la route. Après les Anglais, on va se déplacer en Europe pour aller du côté de l'Allemagne. Où on va aller à la rencontre de BMW et ses nouveautés. Alors pour BMW, j'ai choisi les sportifs qui ont fait beaucoup de bruit, les roadsters sportifs qui ont fait beaucoup de bruit aussi, et un trail. Voilà, comme ça on a un peu de tout. Et on va directement commencer par les sportives. Et oui, cette fois j'ai pas attendu la fin de la marque pour parler des sportives. Et on va parler des S1000RR et M1000RR. Ce qu'il faut savoir, c'est que la M1000RR, elle a été championne du monde cette année en 2024 avec Toprak, malgré la grosse chute qu'il nous a faite là quand il s'est pris le mur. Ce mec, il est clairement surhumain. Il a dominé, même surdominé le championnat. Et malheureusement, BMW, ils n'ont pas eu le titre constructeur. Donc du coup, c'était l'occasion d'améliorer cette M1000RR. Donc le moteur, il a entièrement été revu. On gagne maintenant 6 chevaux, donc on passe à 218 chevaux. Ils ont aussi amélioré l'aérodynamique du carénage à l'avant. Et selon eux, on gagne plus de 50% d'appui à vitesse maximum qui est de 314 km/h d'origine. Le mec qui prend ça sur la route, c'est un malade. On a aussi une amélioration au niveau de l'électronique. On a maintenant l'ajout d'un capteur de langue de braquage pour transmettre encore une nouvelle information à l'IMU. Donc voilà, encore une fois, de l'évolution technologique de dingue parce que du coup, ça calcule en fait l'angle de braquage de la direction. Et je pense, à mon avis, que ça peut typiquement calculer plus rapidement un high side parce que le premier mouvement d'un high side, c'est le guidon qui se braque. Donc à voir. Mais de nouveau, on voit encore le signe des Allemands avec la technologie. C'est incroyable. Au niveau de la S1000RR, ce qu'il faut savoir, et ça je ne le savais pas, c'est que c'est la moto la plus vendue en France en 2023. Donc c'était normal que BMW mette à jour son petit bijou, parce que si vous êtes énormément à l'apprécier, ils vont vous faire plaisir. On a donc maintenant une poignée de gaz M, donc un short shift, qui passe de 72 degrés à 58 degrés, donc la poignée de gaz elle est genre...
On a des nouveaux modes de conduite pro qui sont entièrement réglables. On a aussi une nouvelle bulle plus haute pour améliorer l'aérodynamisme et un nouveau garde-boue avant qui favorise le refroidissement des freins. Au niveau des roadsters, on n'a pas eu énormément de changements au niveau de la partie cycle et d'électronique, mais on a vraiment eu un gros changement au niveau de l'esthétique et franchement, BMW, à mon avis, personnellement, je trouve qu'ils ont fait un des plus beaux roadsters du marché. La nouvelle face avant, elle est terrible. Donc au niveau de la M1000RR, on a uniquement ce facelift et le DTC qui a été optimisé. Et sur la S1000RR, on a le facelift, le DTC qui a été optimisé et 5 chevaux de plus. On passe maintenant donc à 170 chevaux. Et on passe donc maintenant au trail de la marque, la R1300 GS Adventure. J'avoue que c'est pas trop un modèle que je regarde, donc je vais essayer de t'expliquer au mieux les nouveautés. Donc on a un tout nouveau facelift, franchement esthétiquement, je n'arrive pas trop à savoir si ça ressemble à un tank ou bien je sais pas trop quoi. Je trouve qu'elle est vraiment massive, elle est quand même assez stylée, mais voilà, moi j'ai un peu de la peine avec ces feux avant. Je trouve qu'ils ont un peu fait genre du KTM, quoi. Ça ressemble un petit peu. Donc c'est vraiment spécial. J'avoue que j'aimais beaucoup les modèles précédents avec le double phare comme ça. Donc voilà, à voir en vrai si j'arrive une fois à m'y faire. Au niveau des caractéristiques, donc c'est assez intéressant parce que la moto elle gagne 9 chevaux et elle perd 12 kg. Donc c'est un calcul qui est intéressant. Et puis on a maintenant des freins plus grands avec ce système de frein couplé, donc que ça soit avec le levier de frein ou au pied. Donc ça, c'est assez chouette pour des modèles de ce type-là parce que c'est beaucoup plus de confort pour le conducteur et surtout le passager quand on a les freins qui sont couplés. On a aussi un système AAC qu'on peut mettre. Donc ça, c'est le système avec le capteur de collision devant qui permet d'avoir le tempomat adaptatif. On a aussi une boîte automatique, donc vraiment maintenant quand on fait de l'autobahn avec cette GS, c'est comme dans une voiture, il n'y a vraiment rien à faire. Elle accélère, elle freine toute seule, elle change les vitesses toute seule. On n'a plus de conduite à faire, on n'a que à se concentrer sur la route. On a bien évidemment le keyless, les poignées chauffantes, une béquille centrale et une batterie au lithium. Et pour terminer cette vidéo, on va parler d'une dernière marque qui est une marque italienne, Fantic. C'est vrai que Fantic, c'est une marque pour laquelle je m'intéresse de plus en plus parce que depuis quelques années, ils font vraiment des motos qui sont hyper intéressantes. Surtout qu'à l'époque, ils avaient des moteurs chinois dans certains de leurs modèles et maintenant, ça a changé. Ils ont vraiment des moteurs italiens dans leurs modèles. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir une marque italienne qui vient avec des innovations comme ça. Et là, ils nous ont sorti 2 modèles qui sont vraiment chouettes. Donc Fantic, l'année passée, ils nous ont surpris avec un modèle qui s'appelle Imola, comme le fameux circuit italien. Et ce modèle Imola, il l'avait présenté en 125 et en 500 cm3. Malheureusement, l'année passée, c'était que des concepts, mais cette année, ils les ont concrétisés et franchement, ça a l'air d'être une dinguerie. Donc cette Imola, elle a un châssis tubulaire en aluminium qui est vraiment le top pour de la maniabilité. Et dans ce châssis, on a un moteur Minarelli 500 cm3 qui prend 10 000 tours minute. J'ai pas encore réussi à trouver le nombre de chevaux qu'elle a, mais certainement que ça doit être autour des 50 chevaux. Et franchement, pour moi, ce genre de petite moto pour faire de la piste, mais c'est une dinguerie. Alors effectivement, elle sera homologuée route aussi, mais vraiment comme base de moto de piste, c'est vraiment stylé. Et en plus d'avoir un moteur et un châssis hyper intéressant, Fantic, ils se sont pas non plus laissés aller sur l'électronique. On a donc un écran TFT de 5 pouces avec une connectivité Bluetooth, donc voilà, comme les grands. Et donc via cet écran TFT, on a la possibilité de régler toutes ces assistances parce que oui, cette Imola 500, elle a un système électronique avec une centrale inertielle. Donc on a la possibilité de régler tout ce qui est ABS, traction control. On a même un ABS de cornering, donc qui est vraiment gère aussi tout ce qui est avec l'inclinaison. Donc c'est pas uniquement juste un traction control et un ABS normal, on a aussi la gestion de l'inclinaison. Donc elle a tout d'une grande et franchement, je me réjouis vraiment de pouvoir essayer une de ces Imola. Et si toi qui me regardes, t'es pas trop fan des sportives, sois content parce qu'ils ont sorti aussi une version roadster, la Steels, qui est vraiment super belle. Elle a un petit peu un look de Street Fighter. Et puis, ce qui est chouette, que ce soit la Imola ou la Steels, elles sont disponibles en 500 cm3 ou en 125. Voilà, on arrive gentiment à la fin de ce tour d'horizon des nouveautés européennes pour 2025. Encore une fois, le but de cette vidéo, c'était pas de faire un essai complet, de donner les caractéristiques une par une de chaque moto, mais plutôt de voir chaque nouveauté. Et puis j'espère pouvoir toutes les essayer d'ici 2025 sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, tu peux me dire celle que tu aimerais que j'essaye dans les commentaires. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la vidéo qui parle des nouveautés 2025 outre Europe. Donc les Chinois, les Japonais, les Américains.
D'ici là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, lâche un like si tu as aimé cette vidéo. À tout bientôt. Ciao!